Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal régional. Un seul titre ce soir à la une, la liquidation de Petroplus. Le sort de la raffinerie de Petit-Couronne devait être tranché aujourd'hui par le tribunal de commerce de Rouen. Pour les 470 salariés travaillant encore sur le site, c'est un terrible coup de massue. Ils ont pris la décision de nous tuer, a lâché Yvon Scornet ce midi à la sortie du tribunal. Le porte-parole de l'intersyndicale est avec nous ce soir, bien sûr, sur le plateau du 19-20. Tout comme Jean-Louis Gégaden, l'élu communiste demande des comptes à Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, qui s'exprime ce soir uniquement par communiqué. Ce mardi 16 octobre, les salariés de Petroplus l'avaient marqué d'une pierre blanche dans leur agenda. Après de multiples reports, dont le dernier en date il y a 15 jours, le tribunal de commerce de Rouen s'est donc prononcé, liquidation judiciaire, avec poursuite de l'activité jusqu'au 15 décembre. Retour sur cette journée au parfum plus qu'amer avec Sylvie Callier et Jean-Luc Drouin. 13 heures, l'attente des salariés prend fin, leur espoir aussi. Aujourd'hui, c'est 2000 familles qui vont perdre leur travail. Tout ce qu'on nous laisse, c'est une période jusqu'au 5 novembre pour trouver un repreneur. Ça fait 1 an qu'on travaille sur ce sujet. Ça fait 1 an qu'on se bat pour un repreneur. Le repreneur, on en avait un. Pourquoi on ne nous a pas laissé tenter notre chance ? Pendant 10 mois, depuis la cessation de paiement de Petroplus, les salariés se sont pris en main. Ils ont veillé sur leur raffinerie pour qu'elle puisse être reprise. Aujourd'hui, c'est l'écœurement. On est dans un pays, c'est quand même pas logique, où un administrateur gagne plus d'argent à liquider une entreprise qu'à la faire survivre. 5 novembre pour trouver un repreneur, ça paraît dur, mais on va se battre encore. On ne va pas laisser tomber. On leur bouche le passage, pourquoi? Parce qu'ils essayent de faire quelque chose. Par contre, Shell, Total, tout ça, ces enfoirés, ils ferment toutes leurs entreprises et ils vont à l'étranger et on leur dit merci et amen. Les élus sont eux aussi abasourdis. Le dossier Petroplus avait été défendu au plus haut sommet de l'État. Je suis évidemment sous le choc comme tout le monde. J'ai évidemment une pensée pour les familles. La CREA, dont je suis le président, souhaite bien entendu que l'activité de la raffinerie se prolonge dans le temps. Nous n'imaginons pas notre territoire sans raffinerie. Les représentants des 2 sociétés candidates à la reprise, celle de Dubaï et celle de Hong Kong, ont quitté Rouen avec leur dossier sans faire de commentaires. Yvon Scornet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors tout le monde vous connaît, vous êtes le porte-parole de l'intersyndicale de Petroplus. On vous a vu dès le début de ce sujet. Comment vous avez vécu cette journée? Obligatoirement très très mal. C'est pour ça que déjà j'avais accepté l'invitation sur le plateau. C'était avant. C'était pour fêter la victoire sur le plateau de France 3. Aujourd'hui, on change un peu ça a changé un peu d'aspect. C'est-à-dire que ce matin, sincèrement, quand j'ai répondu aux interviews avant 10h, avant le début de l'audience, pour nous, on allait vers la session. Et ce qu'on risquait le plus, c'était un nouveau report. C'est-à-dire que ce matin, vous y croyez? Netoy, par exemple, vous pensiez que ça aurait été le repreneur? Voilà. De toute façon, il n'y en avait qu'un, c'était Netoy. Et pour nous, ce repreneur-là, on a dit dès le départ, on a amélioré ce projet-là. On a travaillé avec eux jusqu'à hier soir. Il y avait, bien sûr, dire il y a 100%, tout est garanti, etc. Non, c'est pas possible. Personne ne peut nous garantir tout. Mais ce que j'ai demandé au tribunal en tapant du poing sur la table, c'est laissez-nous notre chance. On ne peut pas... Et pourquoi on ne vous a pas laissé cette chance? Alors, qu'est-ce qui s'est passé, selon vous? Moi, en plus, j'ai la très, très mauvaise impression, pendant toute cette séance au tribunal, c'est de jouer une pièce de théâtre qui avait déjà été jouée, mais sans moi. C'est-à-dire que je me suis retrouvé devant un tribunal, et on avait dit, nous, c'est pas dur, le dernier communiqué de presse, il y a 2 jours, on écrivait « Tous les feux sont au vert ». Il n'y avait pas de raison de ne pas tenter notre chance. Et là, ce matin, tout le monde, procureur de la République compris, c'est-à-dire celui qui est censé représenter l'État, tout le monde a demandé la liquidation. Et l'État, justement, là, le ministre du redressement productif, qui s'exprime que par communiqué ce soir, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je trouve ça un peu honteux de sa part. Il est venu chez nous il y a 15 jours. On a discuté autour d'une table Table ronde. Réunion de travail, on a fait une table ronde. Et tout le monde était dans le même esprit, c'est-à-dire de dire on va tout mettre en place. Quand on a rencontré, après le dernier message du tribunal il y a 15 jours, on a rencontré l'équipe du ministre, on a dit voilà, maintenant c'est bon, il y a des papiers administratifs qui manquent, il faut
il faut que l'administration, il faut que les responsables prennent leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'ils ont fait une réunion des directeurs de cabinet, ce qui se fait quand même assez rarement pour que chacun ait la vision de ce qui était à faire. Et ce matin, d'un seul coup, on a l'impression que tout ce qui était vrai hier n'était plus vrai aujourd'hui. Alors on va poursuivre cette conversation après, et notamment parler de la date du 5 novembre. Vous allez nous expliquer ce que ça signifie. Donc Petroplus, on le disait, c'est 470 salariés. 80 déjà, on le disait à midi, ont quitté l'entreprise ces derniers mois. Et tous ces derniers mois, eh bien, toute une commune, Petit Couronne, était derrière ces salariés pour les soutenir. Les commerçants notamment, abasourdis par cette nouvelle. Pour nous, c'est une catastrophe, quelque part, parce que voilà quoi. Nous, l'activité est en baisse depuis plus de 6 mois. S'ils partent, voilà quoi. C'est la mort, quoi. Ben moi, je trouve ça abominable. On parle de 550 personnes, c'est 550 familles avec des enfants, des factures, des maisons, une vie entière autour d'eux, des gens en fin de carrière qui ne retrouveront pas de travail parce qu'on le sait tous, aujourd'hui, il faut arrêter de se voiler la face. Après 50 ans, on n'intéresse plus personne. C'est une véritable catastrophe. C'est honteux. Ils ont baladé le personnel pour mon avis personnel. Tous les politiques sont venus pendant la campagne. Oui, bien sûr. C'était les élections, ça donnait un espoir. Mais c'est tout. Il y en a beaucoup de commerces qui vont fermer. Hein. C'est catastrophique pour tout le monde. Hein. Et c'est foutu, c'est foutu. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va vendre à tout le monde et ça y est. Hein. Voilà pour ces témoignages donc recueillis par Sylvie Callier et Jean-Luc Drouin. Ça vous touche ce soir? Bien sûr, parce que j'en connais certains. Quand on dit il y a les 550 de Petroplus, bon, il y a 470, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a eu un certain nombre de démissions. C'est pour ça qu'on mettait dans les premières actions, après la cession, l'embauche urgente sur le site. Mais c'est pas 550. Moi, ce matin, j'avais des collègues des entreprises extérieures, j'avais des collègues du comité d'entreprise. C'est 2000 emplois qui vont dégringoler avec la fermeture de la raffinerie. C'est énorme, effectivement. On va donner la parole à monsieur Gégaden, Jean-Louis Gégaden. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, président du groupe communiste au Conseil général de Seine-Maritime. Il y a 13 ans, vous étiez un peu à la place de monsieur Scornet dans un tout autre dossier, la fin des ACH, les chantiers navals du Havre. Vous étiez délégué de la CGT. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, ce soir? Bien évidemment, dans un tel contexte, mes premiers mots vont vers les salariés, réseau syndical de Petroplus. Pour l'avoir vécu, je sais qu'une telle annonce, c'est une véritable catastrophe qui vous tombe sur la tête. D'autant que là, comme chez nous, il y avait des perspectives de reprise très fortes. Et donc, quand cette annonce arrive... Vous êtes intervenu d'ailleurs au Conseil général cet après-midi. On est intervenu avec mon groupe au Conseil général cet après-midi parce que une fois qu'on a dit qu'on était solidaire avec les salariés vont pas se nourrir de solidarité et de beaux mots. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour maintenir l'activité industrielle et de raffinage sur le site de Petroplus? Parce qu'on ne sauvera pas les emplois de Petroplus si on ne maintient pas une activité industrielle et de raffinage sur le site. Alors, monsieur Scornet, justement, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'on a parlé de la date du 5 novembre, pour qu'il y ait de nouveaux repreneurs, puisque ces deux-là ne font pas l'affaire, apparemment. Vous y croyez encore, là? C'est possible d'avoir quelque chose? De toute façon, on va se battre. Ça fait 1 an qu'on se bat. On va continuer à se battre. Les deux repreneurs, moi, il y a un dossier sur lequel je croyais, et je continue à croire. Moi, rien n'empêche qu'ils représentent un dossier. J'en sais rien. Je vais les contacter. Déjà, je vais les contacter. Déjà pour une chose, pour présenter les excuses à Netoy de la manière où le tribunal de commerce s'est adressé à Netoy. C'est-à-dire que, franchement, moi, j'ai peut-être pas l'habitude de ces réunions-là, mais moi j'ai plus l'impression qu'on leur parlait comme à des accusés qu'à des repreneurs potentiels. Alors franchement, je sais pas, il y a un respect à avoir. Alors même si moi je me suis énervé au tribunal, je me suis énervé parce que derrière, j'ai 2000 familles. Et vous, monsieur Gégaden, en tant qu'élu politique, vous pouvez soutenir les salariés et interpeller le gouvernement? On l'a fait cet après-midi au Conseil général. On a demandé au président d'intervenir rapidement auprès du Premier ministre et du Président de la République et d'Arnaud Montebourg. Nous, ce qu'on demande, c'est que le ministre Arnaud Montebourg vienne à la préfecture, vienne à Rouen et organise une table ronde où il va pouvoir rencontrer les élus locaux et les représentants de la réseau syndical de Petroplus. Il faut à tout prix trouver une solution de maintien de l'activité. Enfin, je veux dire, c'est vital. C'est les emplois, parce que les emplois, c'est primordial, mais c'est aussi l'activité du raffinage dans notre pays. On a besoin de cette activité de raffinage aujourd'hui. Et là, d'un mot, monsieur Scornet, la liquidation, ça veut dire chômage directement pour les salariés? Directement ou indirectement, oui, ça veut dire chômage. Tout de suite, non. Enfin, c'est pour ça que les 2 mois qui sont laissés, c'est pas
Oui, l'activité se prolonge jusqu'au 15 décembre, faut le nos rappeler. unités sont en service. Donc c'est pas le tribunal de commerce ne pouvait pas dire liquidation immédiate parce que sinon on est d'accord, on n'est plus là. C'est pour se retourner quoi. Il faut se retourner, il faut arrêter nos unités, il faut nettoyer, il faut vidanger, etc. Tout cela c'est pas et on met une date au 5. Alors bien sûr on va se battre aussi pour trouver quelqu'un avant le 5, c'est sûr. Mais on va aussi mettre certaines personnes et certaines sociétés devant leurs responsabilités, que ça soit Shell. Parce que Shell, on lâchera pas le fait que Shell est responsable de la situation actuelle. On va mettre devant ses responsabilités la branche pétrole. Parce que quand M. Chilansky, président de la branche pétrole, continue à dire qu'il y a surcapacité de raffinage en France, alors qu'on importe 41 millions de tonnes de produits finis, on se fout du monde. On sent votre colère ce soir. On vous a suivi tous ces derniers mois, une période très compliquée, avec des hauts, des bas au niveau du moral, mais le combat toujours très présent, des Pétroplus, comme on vous a appelé dans les médias, pendant 10 mois. On revient sur ces 10 mois avec Émilie Lecomte. Les aéroports, les importations de produits finis. 10 mois. 10 mois que les 550 salariés de Pétroplus occupent le terrain. Ne pas se faire oublier, mais surtout se faire entendre par la population, par les médias, mais aussi par les politiques. Les Pétroplus n'auront reculé devant rien pour sauver leur outil de travail. Opération escargot au péage, blocage de ponts au Havre ou encore distribution de billets. Des faux bien sûr devant les banques de la rue Jeanne d'Arc à Rouen. Des actions coup de poing comme on dit. Mais ce qui ne veut pas dire que dans les coulisses, on ne négocie plus. L'intersyndicale prend contact, avance et rencontre de potentiels repreneurs. Le temps des politiques est arrivé et la valse des candidats à la présidentielle est lancée. Mais le défilé des personnalités ne doit pas faire oublier celle de l'usine. Celle qui, loin d'être résignée, continue de penser que leur outil de travail peut être sauvé. Un engagement que Dominique Santis, qui travaille à la raffinerie, a même décidé de raconter dans un livre. Et puis bien sûr, toutes sortes de vautours de la finance et autres macros de la bourse. Les sociétés anonymes de prise de Bénet et Fils, à la Banque nationale d'usurerie, donc marqueraient beaucoup d'intérêt. Un combat immortalisé par deux photographes, Martin Flo et Bruno Moret, à travers les 550. Une exposition hommage aux salariés, à ces 550 qui n'auront jamais rien lâché. Alors Yvon Scornet, d'un mot pour terminer, ce combat il est encore possible, qu'est-ce que vous prévoyez de faire ces jours-ci? On va continuer à agir en responsable comme on l'a fait, c'est-à-dire on va continuer à travailler sur les dossiers, et toute la partie qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire là je vois le message d'Arnaud Montebourg qui est prêt à nous recevoir. Prêt à vous recevoir avec une assemblée générale jeudi des salariés, c'est ça? Enfin dans les jours qui viennent. Il y a l'assemblée générale jeudi, bien sûr, mais je sais pas, il viendra pas à l'assemblée générale, il est pas fou non plus. Moi je voudrais bien, c'est qu'il ait une autre position aujourd'hui que simplement d'envoyer un communiqué de presse qui ne veut rien dire. Et puis venir nous dire maintenant repositionnement industriel, ça veut dire que le raffinage n'est plus utile en France. C'est se foutre du monde. Très bien, on a très bien compris votre message ce soir, Monsieur Scornet. Merci d'avoir été avec nous. Merci également Jean-Louis Gégaden à tous les deux d'avoir été sur le plateau du 19-20 pour cette large page consacrée à la liquidation judiciaire de Pétroplus prononcée aujourd'hui par le tribunal de commerce de Rouen. Dans le reste de l'actualité, débat d'orientation budgétaire au Conseil général de Seine-Maritime dans un contexte de crise et de restrictions. Chacun défend ses priorités. On écoute successivement Didier Marie, le président du Conseil général, et Pascal Martin, chef de l'opposition Alternance 76. La priorité des priorités pour le département, c'est les solidarités. Nous nous devons d'accompagner celles et ceux qui en ont le plus besoin. Nous nous devons d'intervenir dans les territoires les plus fragiles. C'est ce que nous avons décidé de faire et c'est ce que nous allons amplifier, y compris avec notre projet Seine-Maritime Imaginons 2020. Qui vise à renforcer nos actions dans les domaines prioritaires que sont ceux de la solidarité, de l'aménagement équilibré du territoire, de l'éducation, de l'accès à la culture. Le gel et la diminution des crédits de l'État vers les collectivités territoriales aura une conséquence sur l'investissement de ces mêmes collectivités territoriales, puisque 75% des investissements sont portés par ces collectivités locales. Ayant moins d'argent, le département investira moins, donc c'est un problème pour l'emploi et pour les entreprises locales. Puis deuxième chose, ça viendra aussi impacter le cœur de métier du Conseil général qui est l'action sociale, moins de moyens. Et les orientations de ce budget 2013 seront arbitrées en décembre, mais d'ores et déjà on s'inquiète dans certaines associations, comme chez Insert Santé à Yvetot. L'association accompagne des personnes en grande difficulté. Et déjà en 2012, à cause de dotations en moins, elle avait dû se séparer de 5 salariés sur 12. Reportage de Raphaël Day et Bruno Bellamry. L'association Insert Santé a vu le jour en 1989 après la loi Rocard sur le RMI, revenu minimum d'insertion. Sa mission, venir en aide aux personnes en très grande précarité.
Insert Santé a étendu son action avec le relais d'aide et d'écoute psychologique en accompagnant des personnes en difficulté avec l'alcool jusqu'à l'accès aux soins. Mais depuis le début de l'année, le Conseil général, principal financeur, a réduit les subventions de 120 000 €. Conséquence, l'association a licencié 5 des 12 travailleurs sociaux. Nos craintes aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir continuer le travail en faveur des personnes en grande situation de précarité, d'être obligé de les laisser attendre encore un peu et du même coup de les laisser s'enfoncer petit à petit dans une situation de précarité plus importante. Insert Santé suit 1200 personnes en grande précarité dans le département. Avec la crise économique de 2008, les bénéficiaires du RSA, Revenu de Solidarité Active, sont en augmentation. Ici, on est un peu inquiet. Pour l'année 2013, donc les subventions devraient rester au même niveau puisque nous avons aussi une convention pour 2 années. Bon, par contre, pour l'année 2014, nous sommes dans l'incertitude, tant au niveau donc, des financements du Conseil général que ceux de l'ARS. Et là, du coup, c'est vrai que c'est difficile de se projeter. Avec un budget de 1,5 million d'euros, Insert Santé est financé à hauteur de 80% par le Conseil général de la Seine-Maritime. Feuilleton maintenant consacré au casino de Forgeso, le plus important des 10 que compte la Haute-Normandie. Ce soir, on s'intéresse aux joueurs qui fréquentent l'établissement. Jean-Paul Lussot, Didier Meunier. Chaque jour, vers 11 h, la même attente. Les joueurs sont là, de l'autre côté du rideau de fer. Les machines, leurs machines les attendent, car s'ils sont là si tôt, c'est qu'ils ont leur préférence. Pour avoir la première machine que je veux. Sinon, on les a pas. Pour beaucoup, le casino, c'est une vieille histoire. Une partie de leur vie même, avec ses joies, ses peines. Une liaison, en tout cas, bien plus qu'un badinage. Une histoire d'amour dont on ne peut plus se passer. Vous venez souvent ici? Oh oui, assez fréquemment, oui. Depuis une trentaine d'années, malheureusement. Je suis un petit peu accro au jeu. J'en suis déjà à 400, là, oui, ouais. Ça va. Ouais. Vous venez souvent? Oui, très souvent, trop souvent. Vous jouez combien à chaque fois à peu près? Oh, pas beaucoup, 200 ou 300. Chaque jour? Chaque année? Non, chaque semaine. Est-ce que vous avez gagné de l'argent ou perdu de l'argent ici? Ah, j'ai perdu. J'en ai gagné un peu, mais j'ai toujours mangé. Je me suis fait des économies. J'ai eu des bas et des hauts. Ah ouais. Une fois, j'ai gagné 45 000 €. Ah bon? Ici même. Marilyn joue occasionnellement, mais à chaque fois, c'est un week-end entier qu'elle passe au casino. Aujourd'hui, elle a préféré la machine à 2 centimes le jeton, histoire de savourer le jeu plus longuement. J'ai mis 20 € et j'ai rien compris ce que j'ai eu. Au bout de 3 coups, j'ai eu le jackpot. Et j'ai gagné 13 000 quelque chose. C'était la première fois de ma vie que je... Donc vous voyez, ça donne envie de revenir après. J'ai dépensé, je devais un peu de sous, je les ai remboursés. Et puis j'ai fait plaisir à mes enfants. Et puis il y a cette communauté du jeu, un peu secrète. Dans ce lieu dégoulinant de musique et de lumière, certains sont fascinés par les écrans, les autres sont à l'affût du contact. Ici, on vient parler aussi. Hey, je t'ai remis les sous, hein. Oh, je viens parce que je m'ennuie un peu, alors ça me distrait, ça me fait passer un peu le temps. Est-ce que vous faites des amis ici? Est-ce qu'il y a des gens que vous rencontrez? Un peu de dames, oui. Surtout. J'aime discuter. Bon, il y a des messieurs aussi, mais surtout des dames. 16 heures de rang, les machines sont ouvertes. La nuit, lentement, succède au jour. Mais ici, qui s'en aperçoit? À suivre la météo, puis pour la Pointe de Caux, votre édition baie de Seine, partout ailleurs vue d'ici avec Catherine Lecomte sur la folie des mangas à Évreux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite à tous une très belle soirée sur France 3. À demain.